On est à 35. Hop. Alors, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on les passera à la fin et nos intervenants y répondront tous ensemble. Je vois que Caroline dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que c'est bon, Caroline? Vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout est bon au niveau du son, et puis on pourra commencer tranquillement. Hop. Tout est OK. Bon, bah, parfait. Super. Bon, dans ce cas, je vais laisser la parole à nos intervenants. Ils vont chacun se présenter à tour de rôle et après, ils débuteront leur présentation. Donc bonjour à tous, j'allume mon micro comme ça, tout le monde m'entendra bien. Merci à tous d'être là. On va commencer à se présenter. Donc le thème du jour, ça va être la biodiversité, un sujet qui nous touche particulièrement parce que je pense que vous êtes pas sans savoir qu'actuellement se déroule quand même quelque chose d'assez important pour nous, c'est-à-dire la COP15, donc dont la biodiversité est à l'ordre du jour et qui a pour objectif de définir un nouveau cadre mondial de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on rentre vraiment dans la dernière période, la période charnière. Là, il n'y a pas eu de grandes décisions encore prises, mais bon, c'est normal parce que là, on rentre vraiment dans les phases de négociation. Donc là, vraiment, d'ici la fin de semaine, il va y avoir peut-être des décisions déterminantes pour nous dans les mois et années à venir. J'en reparlerai juste après. Donc, merci encore. Là, je suis donc en compagnie de Louise et Florent. Donc, je suis très contente que Florent ait pu participer. Déjà, pour ceux qui sont habitués de nos webinaires, c'est chouette toujours d'avoir des gens en dehors des codev, voilà, pour nous ouvrir sur d'autres sujets. Il va pouvoir nous partager beaucoup de choses aujourd'hui, puisque c'est une entreprise qui est engagée dans la biodiversité. Donc, il va pouvoir vous expliquer un peu le cheminement dans tout ça et j'espère vous inspirer à votre tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, moi, je suis chef de projet biodiversité chez Ecodev depuis 5 ans maintenant. Et là, je vais passer la main à Louise pour qu'elle se présente à son tour. Moi, je suis Louise Lenot, je suis consultante biodiversité depuis bientôt 9 mois chez Ecodev. Et j'ai mené cette enquête en ligne depuis le début, donc c'est pour ça que je suis ici pour vous présenter les résultats. Voilà. Florent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Florent Guillemin, je suis responsable qualité, sécurité et environnement. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon? Donc je suis chez IPRE. Mince alors, c'est trop bizarre. Bon, désolé, petit souci technique. Ça fonctionnait il y a quelques minutes avant qu'on se connecte. Bon, le temps. Ah bah, on t'entend bien. Ça a l'air de marcher. C'est chez toi, Pauline, a priori. D'accord. Effectivement. Voilà. Donc, je travaille chez Iprema, qui est une société de recyclage des déconstructions du bâtiment. Donc, j'en dirai plus tout à l'heure. Oui, du coup, Florent aura l'occasion de présenter Iprema en détail. Pardon, effectivement, c'était mon son chez moi qui s'est coupé. Très étrange. J'ai introduit rapidement Ecodev, mais vraiment quelques minutes, juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un cabinet de conseil en développement durable. On a 13 ans maintenant, on est un peu plus de 60 collaborateurs. On a une raison d'être qu'on aime bien citer, qui est de réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc rien que ça, on a vraiment pour objectif d'accompagner les organisations dans leur transition écologique. On a 4 grands métiers, un métier plutôt lié au conseil stratégique, donc c'est vraiment changer les business models des entreprises pour qu'elles intègrent les enjeux du développement durable en leur cœur. Donc c'est tout ce qui est stratégie RSE qui chapeaute un peu tout ça, mais également stratégie biodiversité, stratégie climat. Un métier plus de mesure d'impact qui permet aux organisations, on va les accompagner pour qu'elles puissent connaître et comprendre leurs impacts environnementaux et sociaux et mettre en place des feuilles de route pour réduire ces impacts et leur pression sur l'environnement.
Et donc, on les accompagne aussi, du coup, dans la mise en œuvre de ces feuilles de route. Donc, c'est notre troisième métier, pour mettre en place donc, des actions concrètes sur site. Donc, les accompagner à changer dans ces changements de pratiques, à mettre en place, par exemple, des aménagements concrets pour la biodiversité sur site, etc. Et puis, bien sûr, notre dernier métier, c'est dans tout ça, bien sûr, sur les enjeux du développement durable, il est très important aujourd'hui de sensibiliser et de communiquer dessus, et communiquer à la hauteur de ses engagements surtout. Et donc, on accompagne dans les organisations sur ce volet-là également. Donc, dans 5 pôles d'expertise que vous voyez à droite, dont la biodiversité fait partie. Donc, c'est le sujet du jour. Je vais juste rappeler les bases en quelques minutes. Donc, la biodiversité, quand on parle de cette biodiversité, on va parler du tissu vivant de la planète, donc vraiment le vivant sous toutes ses formes et à tous ses niveaux et les interactions en son sein. Donc, quand on parle de tous les niveaux, c'est que quand on parle de biodiversité, souvent, on parle de trois grands niveaux principaux. Le niveau moléculaire, la diversité génétique, qui fait que au sein de nous trois, là, les 3 intervenants, on est 3 individus différents. Donc, c'est au sein d'une même espèce toute la diversité. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la diversité des espèces. Donc là, qui va nous permettre de compter les espèces à l'échelle du globe. C'est un super, d'ailleurs, indicateur d'état et de suivi de la biodiversité. Donc, toutes les espèces différentes, que ce soit l'homme en fait partie, mais également les chiens, les chats, l'abeille que vous voyez affiché devant vous. Tout ça, c'est le deuxième niveau de diversité, la diversité des espèces. Et aujourd'hui, on a recensé, parce qu'il y a bien sûr plein de vivants qu'on ne connaît pas et d'espèces qu'on découvre chaque jour, on a recensé près de 2 millions d'espèces à l'échelle du globe. Et le dernier niveau dans tout ça, après gènes, espèces, c'est les écosystèmes, donc c'est les milieux de vie, cette diversité de milieux de vie. Et quand on parle d'écosystème, ce qui est important de savoir, c'est qu'on parle souvent de périmètre. Enfin, ça dépend du périmètre dans lequel on choisit d'être. Parce qu'à l'échelle d'un océan, à l'échelle de forêt, on peut facilement imaginer qu'on a biodiversité différente. Mais un écosystème peut être aussi petit. Ça peut être à l'échelle de notre intestin, ça peut être à l'échelle d'une ville, ça peut être à l'échelle d'un jardin. En fait, dans la notion d'écosystème, il y a vraiment quel périmètre, quel périmètre on regarde. Et donc, dans cette diversité de milieux de vie, on parle donc cette diversité d'écosystèmes. On va parler aussi des interactions qu'il y a en leur sein, parce que les espèces vont agir entre elles. Il va y avoir des relations de prédation, etc., de compétition. Et il y a aussi des relations avec le milieu dans lequel elles sont. Parce que l'hygrométrie, la température, la luminosité, tout ça, ça va influer sur les espèces. Donc, en fait, quand on parle d'écosystème, on parle aussi des interactions qu'il y a entre son sein, donc les espèces qui le composent, et aussi les interactions qu'il y a avec la partie non vivante de l'écosystème, donc tout ce qui le caractérise. Donc voilà, gènes, espèces, écosystèmes, c'est vraiment tout ça la biodiversité, donc c'est assez complexe et on en parle de plus en plus parce qu'elle se porte mal. Aujourd'hui, les espèces disparaissent, la biodiversité se dégrade, les écosystèmes sont déséquilibrés et tout ça c'est dû à nos activités humaines. Donc là, vous voyez affiché devant vous les 5 principaux facteurs d'érosion de cette biodiversité par ordre d'impact. Donc la destruction, fragmentation des habitats, tout ce qui va être lié à l'artificialisation des sols, au changement d'usage des sols, à la construction de nos routes, à l'expansion de nos aires urbaines, etc. Le deuxième volet, c'est de la surexploitation des ressources naturelles, donc plus tout ce qui est déforestation, surpêche, par exemple, ça vous parle sûrement. Les changements climatiques, dont on parle beaucoup et qui occultent beaucoup les sujets de la biodiversité, malheureusement. Les pollutions locales et globales, donc tout ce qui est pollution plastique, par exemple, mais aussi pollution de l'air, de l'eau, du sol, mais aussi la pollution lumineuse et la pollution sonore. C'est aussi des choses qui perturbent la biodiversité. Et enfin, pour terminer, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, tout ce qui va être lié à l'introduction d'une espèce, une espèce qui n'a pas de prédateur naturel et qui va du coup rentrer en compétition avec les espèces locales. Donc ces 5 grands facteurs d'érosion là que vous voyez affichés, c'est du coup par ordre d'impact. Donc ce qui est important de voir, c'est que le climat, il arrive qu'en 3e position, donc on ne peut pas parler que du climat aujourd'hui. Quand on parle du vivant, il y a d'autres raisons aujourd'hui, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour justement enrayer cette érosion de la biodiversité. Et donc le climat et la biodiversité, je disais donc le climat occulte les enjeux de biodiversité, alors que c'est vraiment 2 sujets qu'on doit plutôt traiter ensemble, parce qu'en fait ils sont intimement liés. La dégradation de l'un entraîne la dégradation de l'autre,
puisque les changements climatiques vont influer sur la biodiversité négativement. Mais par contre, à l'inverse, si la biodiversité est en bonne santé, elle va participer à atténuer ces changements climatiques. Donc, ce sont deux systèmes qui sont dégradés, leurs limites planétaires sont tous deux dépassées, et elles sont intimement liées. Donc, c'est vraiment deux sujets qu'il faut traiter ensemble. Et du coup, je vous disais, quand on préserve la biodiversité, par exemple, elle va participer à justement la séquestration carbone, enfin justement atténuer ces effets de changement les effets du changement climatique et à préserver le climat. C'est parce que un écosystème en bonne santé va fournir des services plus largement à d'autres espèces que nous. Mais nous, on a une notion importante qu'on a définie, qui est peut-être une manière un peu anthropocentrée de voir les choses, mais qui est intéressante à connaître, c'est cette notion de service rendu par la nature. Et elle est vraiment essentielle. Des écosystèmes en bonne santé vont fournir spontanément des services, des matières premières pour l'homme, pour se nourrir, pour se soigner, pour construire leur maison, pour faire leurs activités. Aussi des bienfaits culturels. Quand on part en vacances, je vous souhaite de ne pas rester entre quatre murs. Je pense que tout le monde, spontanément, aura envie de se rapprocher d'un endroit dans lequel il se sent bien, et naturellement, spontanément, et on va aller vers des espaces où il y a des beaux paysages, des choses époustouflantes à regarder. On va se rapprocher de la mer, on va aller à la montagne, par exemple. Et par exemple, sur les bienfaits culturels, il y en a un sur lequel je veux m'appuyer et je trouve qu'il est extrêmement important, c'est cet aspect pédagogique qu'a le vivant. Aujourd'hui, tous les enfants et nous, quand on a été jeunes, on a utilisé le vivant, l'observation pour comprendre les mécanismes naturels, comprendre la vie, et c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on a envie aussi de perdurer et qu'on a peut-être une forme de responsabilité aussi, de vouloir conserver ces beaux paysages, cet émerveillement, et pour pouvoir le transmettre aux générations futures derrière. Et du coup, des services plus de régulation. Donc effectivement, chaque fois qu'on va aujourd'hui ouvrir notre robinet pour nous servir de l'eau, on oublie, mais derrière, c'est tout ce qui est lié au cycle de l'eau, par exemple, et tout ce qui est lié aussi à l'eau, à l'épuration de l'eau. C'est des choses dans lesquelles le vivant intervient. La pollinisation, essentielle aussi. 80% des plantes à fleurs se reproduisent grâce à l'intervention d'animaux, et notamment les insectes. Donc petits mais essentiels. Et puis bien sûr, les fonctions plutôt de support. Donc c'est tout ce qui est lié au cycle des nutriments. C'est vraiment tous les processus de base qui permettent aux trois autres services que je vous ai détaillés en premier de fonctionner. Donc tout ce qui est vraiment les chaînes métaboliques telles la photosynthèse, tout ça c'est permis par plusieurs maillons de la chaîne qui sont du vivant. Et ces services, avec l'érosion de la biodiversité, ils sont remis en cause. Et pourtant, l'homme, on en parle beaucoup parce que ça a de la valeur, et on essaye même de faire des évaluations monétaires de ces choses-là. Ça a été estimé pour la plus grande évaluation et la plus complète à presque le double du PIB mondial. Donc ce n'est pas rien, et du coup en fait cette érosion de la biodiversité a des conséquences sur nos activités aussi économiques. Du coup, préserver la biodiversité, c'est aussi pérenniser les activités des entreprises, puisque toutes les activités de l'homme se sont construites autour de tous ces biens et services fournis par la nature. Et on estime que 40% des activités des entreprises dépendent des services écosystémiques. Donc ça, c'est l'UICN qui le dit, par exemple. Donc c'est vraiment un sujet essentiel. Et c'est pour ça que là, on est vraiment sur une phase de tournant. On voit que la biodiversité rentre de plus en plus, on en parle de plus en plus. Il y a des événements internationaux qui s'accélèrent, avec, on peut citer le Congrès mondial de la nature qui avait eu lieu à Marseille en 2020, par exemple. Il y a eu des rapports communs en 2021 qui ont été entre le GIEC, que je pense qu'ils ne sont plus à présenter, et l'IPBES, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, c'est des groupements d'experts internationaux qui ont justement montré l'importance de les traiter ensemble, et que vraiment, il faut vraiment traiter ces sujets en parallèle, et pas l'un après l'autre, puisque là, ça a été un petit peu le cas. Et là, actuellement, cette COP15, du coup, depuis 2020, on attend cette COP15. Faut savoir que les objectifs qui avaient été définis sur la période 2010 à 2020, il y en avait 20, aucun n'a été atteint. Donc on espère vraiment que cette fois-ci les décisions seront ambitieuses et les actions et les moyens mis en œuvre seront à la hauteur des engagements pris. Donc suivez ça de près. Il y a eu une campagne en plus, il y a eu du lobbying, il y a une cible 15 qui concerne directement les entreprises dans cette COP15 et les entreprises qui avaient fait du lobbying, on peut dire ça, en tout cas qui s'étaient engagés en amont de cet événement, c'était pour faire pression, justement pour dire qu'il faut rendre obligatoire aujourd'hui les évaluations des impacts et des dépendances des entreprises vis-à-vis de la biodiversité.
Et du coup, on ne sait pas exactement, mais je pense que dans les années à venir, ça va du coup sûrement se démocratiser au même titre que le bilan carbone. On va attendre aussi les entreprises sur ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est en discussion, donc suivez ça de près. Je vais laisser maintenant la parole à Louise, qui va pouvoir du coup vous présenter notre enquête, et j'espère du coup vous inspirer et vous apporter quelques clés pour avancer sur le sujet. Là, du coup, je vais vous parler des résultats de l'enquête en ligne. Attends, juste, c'est bon. Je vais vous partager du coup les résultats de l'enquête en ligne. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler à peu près les objectifs de cette enquête en ligne. Donc déjà, on a déjà mené il y a quelques mois une enquête, mais qui était dirigée vers des salariés. C'était également une enquête en ligne pour cerner leur degré de connaissance et de sensibilité aux enjeux de la biodiversité, également leur perception et leurs attentes en ce qui concerne l'engagement des entreprises. Donc là, voilà, on a plutôt décidé de cibler des dirigeants d'entreprise et des responsables de l'environnement qui sont en fait directement confrontés au sujet biodiversité. Donc les objectifs de l'enquête, c'était de comprendre la perception justement de ces dirigeants et des responsables environnement sur les enjeux biodiversité, et de comprendre tous les freins qui empêchent, qui bloquent les entreprises à déployer des actions en faveur de la biodiversité. Et enfin, l'idée, c'était aussi d'identifier des leviers d'action afin de déployer des solutions concrètes. Donc c'est une enquête qu'on a menée du 8 août au 9 septembre, donc elle a été mise en ligne durant 1 mois, et on a eu presque 100 réponses complètes, on en a eu 96. Donc premièrement, petit focus sur le profil des répondants et des répondantes. Donc on a une grande majorité des répondantes qui sont des femmes. Donc en fait, ça ne nous a pas énormément étonnés. On a quand même ciblé des responsables RSE, et c'est un corps de métier qui est quand même globalement plus représenté par des femmes que par des hommes. On a plus de la moitié des répondants et des répondantes qui ont entre 30 et 50 ans. Et pareillement, c'est une tranche d'âge qui ne nous a pas étonnés, étant donné que les métiers de responsable environnement et de dirigeants sont des métiers à haute responsabilité, et c'est des personnes qui en général ont fait beaucoup d'années d'études. Et enfin, on a 90% des répondantes qui correspondaient bien entre guillemets à la cible que nous recherchions, la cible que nous voulions solliciter, étant donné qu'on a 78% de responsables environnement et 15% de dirigeants. Donc parmi les 8 autres pourcents, on avait des alternants, des chargés de mission. Donc c'était pas forcément les postes qu'on ciblait initialement, mais on a quand même décidé de garder leurs réponses, étant donné que ils ont aussi une visibilité sur tout ce qui est freins et leviers d'action pour agir en faveur de la biodiversité. Donc en ce qui concerne l'implantation des entreprises et la taille des entreprises, donc on remarque que les chiffres sont globalement homogènes. Pour la taille des entreprises, voilà, on a 33%, 28%, 39%. Donc globalement, on a un peu de tout en termes d'entreprises. Et pour l'implantation des entreprises, pareillement, on a des chiffres qui sont assez homogènes, même si on a un peu plus d'entreprises implantées à l'international. Et en ce qui concerne les secteurs d'activité, donc tous les secteurs d'activité sont représentés par les répondants. Mais on a quand même 3 secteurs d'activité qui sont majoritairement représentés. On a l'industrie, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur de l'immobilier. Donc voilà, on n'était pas extrêmement étonnés de ces résultats, étant donné que par exemple pour l'immobilier, en fait c'est des secteurs qui font face à beaucoup de réglementations liées à la biodiversité. Donc par exemple pour l'immobilier, il y a le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, qui a été défini dans le plan de biodiversité en 2018, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été repris comme axe majeur dans la loi climat et résilience. Donc voilà, le secteur de l'immobilier fait face à des réglementations en lien avec la biodiversité, donc c'est normal que ce soit un sujet qui les touche et qu'ils aient envie potentiellement de répondre à cette enquête. Et en ce qui concerne le secteur de l'agroalimentaire, comme Pauline l'a dit tout à l'heure, on a 5 à 8% de la production agricole mondiale qui est attribuable à la biodiversité grâce à la pollinisation. Donc c'est non négligeable, et c'est un secteur qui est forcément directement lié en fait à la biodiversité. Donc je vais passer à la suite. Donc là, on va se focus sur le degré de connaissance et de maturité vis-à-vis de la biodiversité des répondants.
Donc, globalement, la définition de la biodiversité est maîtrisée par les répondants. On a 9 répondants sur 10 qui donnent une définition correcte. Et ils se sentent aussi concernés par l'érosion de la biodiversité, étant donné qu'encore une fois, 9 répondants sur 10 ont affirmé se sentir concernés. Si on regarde pourquoi ils se sentent concernés, on remarque que les répondants se sentent directement liés à la biodiversité, nous faisons partie de cette biodiversité, et on voit qu'ils ont conscience que notre système repose sur elle. Nous sommes dépendants de l'équilibre des espèces animales et végétales et de leur santé. Donc voilà, les répondants ont conscience de notre lien très étroit avec la biodiversité. Par contre, dans ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, dans ceux qui ne se sentent pas concernés, en fait, ils ne voient pas la biodiversité comme un sujet primordial et prioritaire, parce que, je cite, c'est un sujet parmi tant d'autres, ou alors ils sont tout simplement pas assez au courant du sujet et pas assez sensibilisés à son importance. Donc en fait, ils n'ont pas conscience des enjeux liés à la biodiversité. En ce qui concerne l'avis des répondants sur le rôle de leur entreprise pour la lutte contre l'érosion de la biodiversité, donc il y a 9 répondants sur 10 qui pensent que leur entreprise a un rôle à jouer. Donc c'est un chiffre qui est très encourageant. Ça veut dire que les répondants se sentent concernés, ils souhaitent engager leur entreprise. Donc, pour conclure sur cette petite partie, on a 2 plans clés à retenir. Le premier, c'est que la définition de la biodiversité est maîtrisée par les répondants et qu'ils ont conscience en fait des enjeux liés à la biodiversité. Et le deuxième point clé, c'est qu'une majorité des répondants souhaitent engager leur entreprise et donc se sentent concernés et veulent vraiment agir pour préserver la biodiversité. Donc là, suite, on va voir les interactions entre la biodiversité et les entreprises, donc c'est-à-dire les impacts et les dépendances. Il faut savoir que toute entreprise impacte, que ce soit positivement ou négativement, la biodiversité. Donc là, on voit avec ce graphique que 8 répondants sur 10 ont conscience que l'activité de leur entreprise impacte la biodiversité. Donc encore une fois, c'est un chiffre qui est assez élevé. Les répondants ont conscience de l'impact de leur entreprise sur la biodiversité. Mais on a quand même certaines entreprises qui pensent ne pas avoir d'impact sur la biodiversité ou qui ne savent pas si elles en ont un. Et d'après le rapport empreinte biodiversité des entreprises publié en 2020 par France Stratégie et la plateforme RSE, donc on a quelques secteurs qui sont les plus impactants sur la biodiversité là que je cite sur la slide. Donc le secteur de l'agroalimentaire, de la chimie, etc. Et donc parmi ces secteurs, on a des entreprises qui font partie de ces secteurs et qui pensent ne pas impacter la biodiversité. Donc on a vraiment des répondants qui n'ont pas conscience de l'impact de leur entreprise sur la biodiversité. Donc ensuite, si on s'intéresse aux dépendances, donc on a quand même 4 répondants sur 10 qui n'ont pas conscience que leur entreprise est dépendante de la biodiversité ou alors qui ne savent pas ce qu'il en est. Or, encore une fois, toute activité économique dépend de la biodiversité puisque notre système économique repose sur les services écosystémiques apportés par la biodiversité. Donc voilà, c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. Donc, toujours d'après un rapport qui a été réalisé à la demande de Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Donc, c'est un rapport qui a été publié en 2016 qui s'appelle « La biodiversité, une opportunité pour le développement économique et la création d'emplois ». Donc, on a là les secteurs les plus dépendants de la biodiversité, donc qui sont cités sur la slide. Donc, on a la production agricole, les agences de voyage et voyagistes, les services de santé humaine. Et voilà. Et parmi ces secteurs-là, on a des entreprises qui font partie de ces secteurs-là, encore une fois, et qui n'ont pas conscience de leur dépendance à la biodiversité. Donc l'idée à retenir là-dessus, c'est qu'on a un manque, en fait, on a un manque de connaissance des liens d'interdépendance des entreprises avec la biodiversité. Les répondants n'en ont pas conscience et on a en fait tout simplement, ça relate d'un manque d'évaluation des impacts et des dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Donc certaines entreprises n'ont pas évalué en fait leurs impacts et leurs dépendances et n'en ont pas conscience. Pour la suite, on va voir... poser une question juste sur ce point très pointu. Parmi ces personnes qui n'ont pas conscience dans des secteurs qui sont concernés, est-ce que les répondants, c'était des responsables dits responsables RSE? Oui, c'était des responsables RSE, des dirigeants et des chargés de mission. Non, mais sur ces entreprises qui sont en plein dans la cible et qui ne se sentent pas concernées, oui.
est-ce que pour autant, ils font semblant d'avoir des responsables RSE? Je dis qu'ils font semblant parce que s'ils n'ont pas conscience, c'est que, voilà, il y a peut-être un souci. On n'a pas focus, je vous avoue, on n'a pas regardé en particulier qui avait répondu je ne sais pas ou je ne dépends pas de la biodiversité. Mais sur ces cas-là qui sont quand même très, très étonnants. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais effectivement, on n'a pas regardé. On connaît juste les secteurs des répondants qui ont répondu ça, mais on n'a pas regardé. Ça va être intéressant parce que là, on est quand même vraiment dans des cas ouf. Bon, j'arrête, merci. Mais oui, c'était notre cible, forcément. Bon, je passe à la suite. Donc là, on va se focaliser sur la place de la biodiversité dans les entreprises. Donc on a 6 entreprises sur 10 qui ont une stratégie biodiversité intégrée à la stratégie RSE, ou alors la stratégie biodiversité est en cours d'élaboration. En fait, on a, voilà, c'est un chiffre plutôt élevé. Et par contre, pour un quart des entreprises, la biodiversité n'est pas prise en compte dans la stratégie RSE actuelle, mais c'est quand même en cours de discussion. Donc on a une grande partie des entreprises qui commencent à mettre en place une stratégie biodiversité qu'elles vont progressivement intégrer à leur stratégie d'entreprise. Donc, quelles ont été les motivations de ces entreprises pour mettre en place une stratégie biodiversité? En premier lieu, donc on a 38 répondants sur les 56, parce que du coup, là, on a pris en compte les réponses des personnes qui avaient une stratégie biodiversité en cours ou déjà mise en place. Donc, on a 38 répondants qui mentionnent la prise de conscience de la direction. La direction, elle a une impulsion forte sur tout ce qui est mise en place de stratégie biodiversité. En deuxième lieu, on a l'anticipation des futures contraintes, avec une mention par 30 répondants. Et enfin, on a l'amélioration de l'image. Donc là, je cite que les premières motivations. Mais voilà, ensuite, on voit aussi qu'on a la réglementation qui se durcit, la demande des collaborateurs, des investisseurs, le fait que ce soit une opportunité économique. Et voilà. Donc l'amélioration de l'image qui apparaît en troisième point, voilà, c'est quand même un sujet qui est assez important. En fait, les entreprises, elles veulent déjà, dans un premier temps, verdir leur image, forcément, pour donner une meilleure image aux clients. Et on a aussi l'idée que voilà, plus une entreprise elle a des valeurs qui sont en accord avec celles des potentielles personnes qui sont embauchables, plus elle va pouvoir garder des talents et en recruter des nouveaux. Donc c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est environnement. Donc effectivement, l'image d'une entreprise est particulièrement importante. Et dans les personnes qui n'avaient pas mis en place de stratégie biodiversité, donc là, on a une mention d'un des répondants de pourquoi, et il mentionne le fait qu'ils ont besoin d'une intervention pour connaître le lien entre la biodiversité et notre activité. Donc en fait, c'est toujours le même point qui ressort, c'est qu'il y a vraiment un manque des connaissances sur les liens d'interdépendance entre les activités des entreprises et la biodiversité. Si on s'intéresse particulièrement aux parties prenantes, on a une entreprise sur 10 qui a des parties prenantes qui sont motrices sur le sujet biodiversité et qui font pression. Donc voilà, c'est un chiffre qui est assez bas. Mais on a quand même la moitié des entreprises qui a des parties prenantes qui s'informent sur le sujet. Donc ça veut dire que peut-être qu'avec le temps, et peut-être qu'au lendemain de la COP15, les parties prenantes vont davantage faire pression sur les entreprises pour anticiper les potentielles réglementations qui sont à venir. Donc, à retenir sur tout ce qui est la place de la biodiversité dans les entreprises, déjà, on peut dire que les entreprises s'engagent progressivement en faveur de la biodiversité, étant donné qu'il y a des stratégies biodiversité qui sont en cours, que de plus en plus de parties prenantes s'intéressent à ce sujet-là. Et donc, les parties prenantes, comme je viens de le dire, se questionnent davantage sur le sujet biodiversité. Et là, donc c'était un peu tout le sujet du questionnaire en ligne. Donc, on arrive aux freins et aux leviers d'action à la mise en place d'actions en faveur de la biodiversité. Donc les 3 principaux freins qui ont pu être relevés. Donc on a en premier lieu le manque de temps, le fait que le sujet biodiversité en fait soit pas prioritaire par rapport à d'autres projets. En effet, c'est vrai que le sujet climat prend énormément de place avec toutes les réglementations qui existent déjà et toute la médiatisation qu'on a autour du carbone, toutes les taxes, etc. Donc, ça paraît plutôt cohérent qu'effectivement, il n'y ait pas beaucoup de temps accordé au sujet biodiversité. En deuxième lieu, on a le manque de compétences en interne, donc des collaborateurs et des dirigeants et des responsables RSE, très certainement. Et en troisième lieu, mentionné par 37 répondants, on a l'absence de demande de la part des clients. Donc, en fait, le fait que la biodiversité ne soit pas forcément un sujet stratégique.
Si on regarde uniquement les freins mentionnés par les entreprises déjà engagées, donc entreprises déjà engagées, c'est les entreprises qui ont soit déjà une stratégie biodiversité, soit qui sont en cours de mise en place de cette stratégie. Là, on remarque que l'absence de demande de la part des clients ne fait plus partie des 3 principaux freins, très certainement parce que c'est un frein qui a été levé par certaines des entreprises déjà engagées. Et donc, en fait, très certainement parce que c'est un sujet qui est devenu, qui a été identifié comme pouvant apporter de l'intérêt pour l'activité de l'entreprise. Il a bien été identifié par ces entreprises. Et par contre, on remarque qu'en deuxième lieu, on a le manque de budget qui apparaît, qui n'était pas dans les freins pour toutes les entreprises. Très certainement parce qu'une entreprise engagée, donc quand elle a commencé à mettre en place des actions de biodiversité, elle a vite fait face à ce manque de ressources-là, à ce manque de budget qui la bloque pour mettre en place plus d'actions. Ensuite, on va passer au levier. Donc, on a identifié les 3 principaux leviers pour mettre en place des actions de biodiversité. Le premier levier, c'est mieux comprendre les dépendances et les risques liés à la biodiversité pour l'activité de l'entreprise. Donc, c'est pareil, ça confirme un peu tout ce qu'on dit depuis le début, qu'il y a un manque de connaissances par rapport au lien d'interdépendance entre l'activité de l'entreprise et l'activité économique et la biodiversité. Et le deuxième frein le plus mentionné, avec 50 mentions par les répondants, c'est le fait qu'ils ont besoin de monter en compétence sur le sujet de la biodiversité. Donc ça va un peu de pair avec le premier levier identifié. Il y a vraiment un manque de compétences au sein des entreprises par rapport à ce sujet-là. Et enfin, un manque de ressources. Donc avec plus de budget et plus de temps, les entreprises pourraient très certainement agir davantage en faveur de la biodiversité. Donc là, ensuite, on va parler de ce qu'il faut retenir. On a un manque de temps qui a été très mentionné par les entreprises. Donc ce manque de ressources-là est le principal frein à la mise en place d'actions liées à la biodiversité. Et le principal levier d'action identifié serait une meilleure compréhension des liens d'interdépendance, donc, ce qui concorde avec tout ce qu'on a depuis le début des résultats de l'enquête en ligne. Si on fait une synthèse globale de tout ce qu'on a vu ensemble, donc dans un premier temps, on peut dire qu'on a des entreprises qui sous-estiment les pressions qu'elles exercent sur la biodiversité et leur dépendance à cette dernière. Or, 100% des activités économiques, je le répète, dépendent de la biodiversité. Donc, on a des entreprises qui sont, en fait, les répondants sont volontaires, ils veulent engager leur entreprise. Les entreprises sont conscientes que la biodiversité est un sujet à enjeu. Mais voilà, on a globalement un gros manque de ressources et donc, par conséquent, on a un manque d'action pour la préservation de la biodiversité. Malgré cette volonté affirmée, il y a vraiment un manque de temps, un manque de budget et un manque de compétences qui bloquent un peu le secteur privé à agir. Donc, ah oui, et juste petite parenthèse, vous recevrez ensuite une infographie avec tous les chiffres clés que vous pourrez repartager ou que vous pourrez garder pour vous. Enfin, voilà, on vous l'enverra après le webinaire. Donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre comment agir dès maintenant en faveur de la biodiversité au sein du secteur privé. Alors, il y a plusieurs manières d'agir dès maintenant. Ça, c'est vraiment les premières étapes on parle même pas de stratégie biodiversité, c'est des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Dans un premier temps, vous pouvez tout simplement évaluer votre dépendance à la biodiversité, vos impacts, les pressions que vous exercez sur la biodiversité et votre impact, tout simplement, déjà pour connaître ces liens d'interdépendance et pour pallier au manque de connaissances en interne sur le sujet biodiversité, sur toutes les pressions que vous exercez. Une fois que cette évaluation est faite, vous pouvez la divulguer de manière transparente et travailler tout simplement dessus pour réduire et ou éviter d'avoir des pressions aussi fortes. Tout simplement, essayer de dealer avec vos pressions et vos dépendances. Vous pouvez aussi réorienter vos financements vers des projets de contribution positive. C'est-à-dire, vous pouvez financer des projets de recherche ou alors tout simplement des projets de restauration, des projets, tout ce qui concerne la préservation de la biodiversité. Et vous pouvez aussi embarquer vos parties prenantes, parce que plus on est à lutter contre l'érosion de la biodiversité, plus ce sera efficace, forcément. Et en fait, si tout l'écosystème autour de vous se bat également pour préserver la biodiversité, l'impact sera d'autant plus grand.
Et enfin, donc, vous pouvez soutenir le développement d'initiatives internationales comme la TNFD ou la SBTN. Donc, c'est des groupes de travail internationaux qui essayent de définir un cadre international sur tout ce qui est biodiversité. Et enfin, vous pouvez faire pression sur les gouvernements. Donc, il y a une campagne Make It Mandatory juste avant la COP15 d'une cinquantaine d'entreprises qui ont signé une déclaration des entreprises pour l'évaluation et la divulgation obligatoire. Donc voilà, toutes ces petites actions peuvent être le début finalement d'une grande stratégie biodiversité. Et même si ça peut prendre du temps, bah voilà, toute action ponctuelle peut faire partie finalement intégrante de la stratégie de l'entreprise. Et avec quelles ressources? Donc là, vous avez des ressources qui sont citées. Vous pourrez cliquer dessus une fois que vous aurez le PowerPoint. Bah, du coup, là, je vais laisser la main à Florent qui va nous parler de ce qu'il a fait avec Iprema. Merci Louise. Alors, comme je le disais au début, donc moi je travaille pour Iprema, donc c'est quelques mots sur l'entreprise. Donc c'est une société familiale, une petite PME d'une centaine de salariés, dont le siège est à Carré en centre-Bretagne. Donc on fait du recyclage, de déconstruction du BTP. Donc on va récupérer des matériaux de déconstruction et les transformer en matériaux routiers. Donc c'est une entreprise qui a 32 ans d'existence et qui gère 10 sites, 10 plateformes de recyclage en France et principalement donc en Île-de-France, et on a également un site en Bretagne. On est une entreprise donc qui a plusieurs certifications. On est certifié ISO 9001 depuis pas mal de temps. On a également un rapport développement durable. On est engagé sur d'autres labels, comme on a été certifié pour notre démarche en matière de RSE également. Vous avez peut-être entendu parler de nous sur un autre sujet que l'environnement ou la biodiversité. C'est qu'on est une entreprise qui, depuis maintenant près de 25 ans, a adopté le modèle de la semaine de 4 jours. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés de l'entreprise ne travaillent que sur 4 jours par semaine. Voilà. Et ça depuis plus de 25 ans. Donc, pour vous présenter rapidement ce qu'on fait et comment se présente une plateforme de recyclage. Donc, on reçoit les déconstructions du bâtiment. Donc, on va recevoir du béton, on va recevoir des structures de route. Et donc, on va les passer. Donc, c'est dans l'image, c'est ce qu'on peut avoir à droite. Et donc, on va les passer dans un process qui va en fait on va les réduire en petits morceaux, pour en fait, derrière, faire des matériaux qui vont être utilisés en technique routière. Donc, en gros, pour refaire des routes. Pour vous donner une idée, quand vous avez près de chez vous, vous avez des entreprises qui ouvrent les routes pour changer les canalisations ou les choses comme ça, et que derrière, donc les tranchées qui ont été faites vont être comblés avec un matériau où c'est du gravillon, du sable et tout. Voilà, c'est ce genre de matériaux que nous, derrière, on va produire. Je le disais tout à l'heure, donc on a une dizaine de sites en France, on est principalement situé en Île-de-France. Donc on a un site du côté de Quimper, mais sinon tous les autres sites sont situés en Île-de-France, plutôt en zone urbaine ou en zone périurbaine, donc des endroits qui sont, on va dire, très anthropisés. Par exemple, on a un site en plein cœur du port de Gennevilliers, un autre en plein cœur du port de Bonneuil-sur-Marne. Et sinon, on va être dans des zones d'activité comme Massy, comme Emerainville, par exemple, au sein de Marne-la-Vallée. Donc, c'est des zones qui vont être déjà assez perturbées, et on va avoir une forte pression au niveau du foncier, au niveau des riverains,
et de toutes les activités qu'il peut y avoir autour de nous. Par exemple, là, on voit une image de notre site de Massy. Juste à côté, il y a le siège social d'une autre entreprise où il y a une crèche. Et donc, on a eu des demandes sur justement l'intégration de nos sites pour que on va dire qu'on puisse s'intégrer dans le paysage et qu'on ne gêne pas trop les voisins. Alors, c'est toute cette question d'intégration qui a motivé initialement on va dire la démarche en matière de biodiversité de la société. C'est dans les années 2000 que le sujet va ressortir le plus et qu'on va commencer à s'intéresser à la biodiversité, notamment dans un premier temps sur la biodiversité qui est présente sur nos sites. Et c'est donc dans le courant des années 2000 que les premiers inventaires biodiversité vont être menés sur nos sites. Et depuis, tous nos sites ont fait l'objet d'inventaires. Alors, si vous vous souvenez de l'image au début, c'est pas forcément des sites qui, à première vue, peuvent être favorables à la biodiversité. On est dans des sites industriels, des sites d'exploitation, où la place de la nature est assez limitée. En 2010, c'est là qu'on va avoir un premier événement, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le site qu'on a sur Embrunville qui ouvre, et c'est le premier site qui va faire l'objet d'une véritable intégration paysagère. Et là, c'était à la demande de l'aménageur de la zone sur laquelle on est. C'est-à-dire qu'il nous avait demandé que notre site ne soit pas visible depuis la route qui passe juste devant le site. Et c'est là où on a eu un véritable travail d'intégration du site, c'est-à-dire qu'on a développé les espaces verts, et aujourd'hui, sur ce site-là, on va être à presque 20% d'espaces verts. Et quand on passe sur la route qui est juste devant le site, eh ben, on ne voit pas les matériaux que l'on traite. Donc ça, c'était en 2010. Après, pour aller un peu plus loin, sur plusieurs de nos sites, il y a eu une installation on a mis en place des ruches. L'idée de ces ruches, c'était de démontrer que même sur des sites industriels qui, a priori, étaient peu favorables à l'établissement de la biodiversité, eh ben, des ruches pouvaient se maintenir et pouvaient se développer. Et aujourd'hui, on a 4 sites qui disposent de ruches chez Iprema. 2014, on a intégré la biodiversité dans la politique stratégique de l'entreprise. Et notamment, c'est là qu'on a commencé à afficher le fait que tous nos sites devaient à minima disposer de 10% d'espace vert. Et alors c'est pas 2014, c'est 2022, il y a notre nouveau site, on va dire un site nouvelle génération du côté de Massy qui s'est ouvert. Et c'est le site le plus abouti et c'est notamment celui qui a bénéficié d'une réelle réflexion autour de l'intégration paysagère, du choix des essences qui étaient mises en place et de tout ce qui était gestion des espaces paysagers. Donc aujourd'hui, tous nos sites ont un minimum de 10% d'espace vert. Donc, il y a des sites où c'est plus facile que d'autres. Par exemple, sur Embrunville ou sur Massy, on est quasiment à 20%. Mais sur un site qui va être hyper contraint, comme celui qu'on a à Gennevilliers, qui est en plein milieu du port, eh ben, on va quand même se forcer à atteindre les 10% d'espace vert. Donc, pour ça, on est accompagné. On travaille avec un cabinet d'architecture qui est complètement en phase sur ces enjeux-là, et qui nous accompagne dans le choix des essences, sur les aménagements, sur comment aménager nos espaces verts pour que ce ne soit pas juste du paysager, mais qu'il y ait un réel intérêt d'un point de vue biodiversité.
Et c'est pour ça donc on travaille avec des espèces locales désormais, on met en place la gestion différenciée sur tous nos sites. Et les audits biodiversité qu'on a pu réaliser montrent qu'il y a on va avoir une centaine d'espèces animales ou végétales qui vont être présentes sur nos sites d'exploitation. Alors, on va principalement avoir des espèces, on va dire, urbaines qu'on retrouve dans les milieux urbains ou les milieux anthropisés, mais parfois, on va réussir on va avoir quelques espèces remarquables sur certains de nos sites. Alors, toute cette démarche biodiversité, d'intégration, la première chose qui nous a motivés à le faire, c'est la pression des parties prenantes. C'est-à-dire que quand on discute avec nos parties prenantes, il y a 3 sujets qui reviennent tout le temps sur la table. Ça va être les poussières, le bruit et la biodiversité. Et quand on discute avec les aménageurs, que ce soit les ports de Paris ou les aménageurs de zones d'activité, l'intégration des sites et la biodiversité, ça va être une des clés des discussions qu'on va avoir avec eux. Et donc, c'est une énorme attente de la part de nos parties prenantes parce que, en fait, ça va aussi, c'est un sujet qui va nous, entre guillemets, nous faciliter l'acceptabilité de nos plateformes. Parce que quand on est dans le recyclage, on récupère des déconstructions, donc pour beaucoup, c'est vu comme des déchets. Donc, il n'y a pas grand monde qui a envie d'avoir une entreprise qui traite des déchets à côté d'eux. Donc, le fait d'intégrer nos sites va faciliter, on va dire, l'acceptabilité de nos plateformes. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est pour nos salariés. Là-dessus, c'est quelque chose d'assez important et qu'on voit entre les sites qui ont bénéficié d'un aménagement particulier et les sites plus anciens. Le fait qu'il y ait une vraie réflexion autour de la biodiversité, de l'intégration du site, des espaces verts, va rendre le cadre de travail beaucoup plus agréable. Par exemple, sur le site de Massy, là, qu'on vient d'aménager, les gens sont très contents des nouveaux locaux et du nouveau site par rapport à ce qu'ils avaient avant. Mais malgré tout, c'est pas si facile que ça, parce que on a des sites, comme je le disais au tout début, on est dans des zones urbaines, dans des zones périurbaines. Le foncier coûte extrêmement cher en Île-de-France. Et quand on parle de mettre 10 à 20% d'espace vert sur nos sites, eh ben, ça peut être vu comme 10% d'exploitation en moins, de surface d'exploitation en moins. Ça veut dire moins de stock, moins de matériaux disponibles à la vente ou des choses comme ça. Et parfois aussi, on a le problème que 10% d'espace vert, c'est compliqué à trouver. Vous avez ici une image de notre site qui est du côté de Trappes. On est coincé entre la nationale, les voies de chemin de fer. On est dans une zone qui est hyper contrainte. Et ben, trouver de la place pour aménager des espaces verts sans gêner la circulation, sans gêner les stocks et tout, c'est parfois assez compliqué. Et donc, c'est un vrai enjeu de réflexion et quand on travaille, quand on aménage des nouveaux sites, c'est vraiment une question assez importante à prendre en compte. Ça a été dit dans l'enquête tout à l'heure, il y a une démarche en matière de biodiversité. Nous, quand on parle avec nos clients, on n'est pas, ça a assez peu d'écho. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur un matériau qui va être on vend des matériaux pour faire des routes, donc c'est des matériaux qui sont à faible valeur ajoutée. Donc, on va être plus sur des engagements qualité, ou des choses comme ça, des engagements RSE, mais la biodiversité en tant que telle, à nos clients, ça leur parle pas. Et c'est pas ce qui va les intéresser. Et autre chose aussi, c'est que quand on a travaillé sur l'identification des pressions positives, négatives
qu'on pouvait avoir sur la biodiversité, et notamment au niveau de la chaîne de valeur, eh bien, ce qui en ressort, c'est que les principales pressions de notre activité, eh ben, elles sont liées, elles sont sur la chaîne de valeur, et on ne va pas forcément avoir énormément de marge de manœuvre pour les réduire. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée, une des pressions importantes qu'on va avoir, ça va être les transports qui vont nous apporter des matériaux sur nos plateformes et les transports qui vont livrer les matériaux chez nos clients. Mais ça, les transports, par exemple, c'est plus de 50% de l'impact carbone de nos matériaux. Mais en fait, on va avoir très peu de marge de manœuvre parce que les transporteurs, c'est nos clients qui les affrètent. Et là-dessus, nous, on va avoir assez peu de possibilités de jouer là-dessus. Malgré tout ça, malgré tous ces freins, l'année dernière, on s'est engagé dans la structuration de notre démarche parce que on avait effectivement la biodiversité qui était dans notre politique stratégique, il y avait des actions qui étaient menées à droite à gauche sur plusieurs de nos sites, mais l'idée, c'était vraiment de structurer une démarche, de disposer d'une feuille de route pour vraiment aller plus loin en matière de biodiversité. Et un des objectifs aussi, c'était, au-delà de mettre tout ça dans une feuille de route, c'était de faire reconnaître les efforts qui avaient été menés depuis de nombreuses années en matière de biodiversité et d'intégration des sites. Et voilà, pour que nos parties prenantes reconnaissent tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Le deuxième objectif, donc, c'était de réduire les pressions générées sur la biodiversité. Mais là, comme je le disais, on n'a pas forcément toutes les marges de manœuvre, on n'a pas énormément de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'autant sur nos sites, on peut faire des choses, mais c'est pas là du diagnostic, c'est pas là que nos principales pressions vont se trouver. Et un des autres enjeux, et c'est peut-être là qu'on arrivera à mettre en avant tous les efforts qu'on fait, notamment vis-à-vis de nos clients, c'est de parler en impact évité. Parce que sur le carbone, par exemple, en Île-de-France, quand il faut amener des matériaux, quand on va emmener des matériaux chez les clients, ça va être soit des matériaux naturels qui viennent de carrières qui sont hors Île-de-France, ou sinon ça va être des matériaux recyclés comme on a sur nos plateformes. Et donc là, on va pouvoir jouer parce que le transport coûte énormément en carbone. Donc là-dessus, on a des arguments pour mettre en valeur les matériaux recyclés. Et il y a un autre argument qu'on a essayé de porter avec cette démarche, c'est le fait que utiliser des matériaux recyclés, ça évite d'avoir de prélèvements de matériaux naturels dans les carrières, de créer de nouvelles carrières, d'ouvrir de nouvelles carrières qui, elles, vont avoir des impacts sur la biodiversité. Donc, ce qu'on a fait, donc avec Ecodev, on avait un état des lieux, des liens entre IPREMA et la biodiversité. Donc, on a regardé tout ce qui était impact négatif, impact positif et les dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Tout ça nous permet d'avoir une feuille de route qui va... Ah, j'ai oublié de passer la slide, désolé. Hop, donc, on a une feuille de route qui va surtout mettre en avant continuer toutes les actions qui sont déjà mises en œuvre, aller plus loin sur tout ce qui est sensibilisation et communication, c'est-à-dire qu'on a vu que sur même au sein de la société, c'est un sujet qui va les intéresser, mais c'est pas forcément là, c'est pas le sujet prioritaire. Et notamment en ce moment avec les questions énergétiques, je vous avoue que porter les questions de biodiversité, c'est pas toujours simple. C'est pas la priorité en ce moment, on va être honnête. Et la feuille de route, le troisième objectif, ça va être autour de tout ce qui est impact de l'activité, donc sur nos sites, mais également sur la chaîne de valeur. Donc là, ça va être travailler avec nos fournisseurs, travailler avec nos clients pour essayer de réduire
les impacts qu'on peut avoir. Objectif à terme, donc on a déposé le dossier entreprise engagée pour la nature, et donc l'idée c'est d'être reconnu d'ici pas trop longtemps normalement, si tout va bien. Et voilà pour moi. Donc si vous avez des questions, Merci beaucoup, Florent. n'hésitez pas. Vous m'entendez tous? Oui. Ok, super. Eh ben, merci Florent, Pauline et Louise pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions qui ont été posées. Hop, alors attendez, j'y retourne. Donc là, alors on avait une question. Existe-t-il des outils pour évaluer les pressions qu'une activité exerce sur la biodiversité? Je vous laisse répondre. Je peux peut-être prendre la main sur celle-là. Alors en fait, en réalité, il existe plus d'une cinquantaine d'outils de mesure d'impact de la biodiversité. Je crois que c'est le WWF, d'ailleurs, a fait une étude et elle les a recensés. Il faut savoir que du coup, il y a différents types d'outils, de méthodologies qui existent, de cadres pour le faire, sachant qu'il y a des outils qui vont être à l'échelle du produit, d'autres qui vont être à l'échelle d'un site, d'autres qui vont être à l'échelle de la chaîne de valeur. En fait, il existe beaucoup de choses qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, hein, parce que de toute façon, la mesure d'impact, hein, le seul objectif derrière, c'est juste d'avoir un outil qui permet de valider une option plutôt qu'un autre et de piloter du coup un plan d'action. Le plus récent, on va dire, et connu, qui sera peut-être, en tout cas, qui a tendance à vouloir un peu se démocratiser au même titre que le bilan carbone, ça va être le Global Biodiversity Score, donc développé par la CDC Biodiversité, qui permet du coup d'avoir une mesure d'empreinte à l'échelle de la chaîne de valeur, mais aussi d'ailleurs des portefeuilles des financiers. L'avantage de cet outil, c'est d'avoir une seule métrique commune à tout le monde, tout type de secteur, et pouvoir se comparer exactement au même titre que la tonne de CO2. Voilà. Donc, des outils divers et variés, oui. Par exemple, à l'échelle d'un site, il y a des outils très simples, des indicateurs très simples comme le CBS, par exemple, coefficient de biotope par surface. Bon, pas apprécié par tout le monde. Mais voilà, ce sont des choses très simples qui permettent aussi d'aider, par exemple, à améliorer, par exemple, juste tout simplement la biodiversité locale à l'échelle d'un site en ayant, on va dire, une métrique pour pouvoir objectiver tout ça. Et oui, GBS, c'est réservé aux grosses sociétés. Effectivement, actuellement, c'est un coût assez important. Peut-être que voilà, c'était un peu le cas aussi tous les tout premiers bilans carbone, donc il faut se dire que peut-être que le temps que l'outil se démocratise, ça va peut-être se baisser. Mais bon, voilà, il y a des méthodes d'ACV biodiversité, il y a les méthodes le PBF, Project Biodiversity Footprint, je ne sais plus, développé par un cabinet de conseil, je crois que c'est BEL, mais un des deux, je ne sais plus. Voilà. Merci, Pauline. Et je voulais juste aussi réagir. Ah bah il y a des gens qui réagissent, voilà. Pardon. Il y a une nouvelle question juste dans le chat, prenez-la avant. Bah non, prends-la, vas-y. C'est pour, je crois que c'est pour Iprema, pour toi, Florent. Oui, je suis en train de lire. Alors, les suivis naturalistes, en fait... Avez-vous prévu dans votre feuille de route de vous entourer d'une association pour effectuer des suivis naturalistes? Alors, nous, jusqu'à présent, donc il y a des suivis qui sont faits sur nos sites qui jusqu'à présent étaient faits par un écologue. Mais on a du mal à trouver des écologues pour faire des inventaires chez nous. Donc là-dessus, on est en phase de recherche justement de personnes qui sont susceptibles de nous faire nos inventaires, parce que alors, il faut savoir que nos sites, ils sont tout petits, enfin, ils sont pas très grands, il n'y a pas une biodiversité exceptionnelle, donc c'est parfois motiver les gens pour venir faire des inventaires chez nous, pour trouver pas grand-chose. Voilà, c'est parfois un peu compliqué, mais là-dessus, pour l'instant, on cherche.
Merci. Tu veux répondre? Oui, ça ne dérange pas. Je voulais juste, et Benjamin réagit en disant de ne pas hésiter à contacter du coup l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France pour connaître les acteurs naturalistes pour pouvoir vous aider à vous accompagner. Et du coup, merci à ceux qui disent bravo. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Et je voulais juste réagir parce que du coup, Louise, tu voulais peut-être compléter parce qu'on a regardé l'info pour la question qui a été posée en live. Je te laisse sur les responsables RSE et les dirigeants. Je te laisse juste apporter cet élément de réponse. On a regardé les répondants qui avaient répondu que leur entreprise ne dépendait pas de la biodiversité ou qui ne savaient pas si leur entreprise dépendait de la biodiversité. Et voilà, majoritairement, ce sont effectivement des responsables RSE, QHSE, QSE. Voilà, c'est des personnes du milieu de l'environnement. D'autant plus amusant. Et il y a une autre question pour toi qui vient d'arriver, Florent. C'était comment a débuté la démarche? Est-ce plutôt un élément moteur dans la société ou plutôt la pression des riverains? Alors, un peu des deux. On va dire qu'on a un... Ton micro, Ah non, c'est moi. Le président d'IPREMA, donc Claude Prigent, est très sensible à ces sujets-là. Comme sur la plupart des sujets qu'on va rencontrer sur la RSE. Donc, il a été dès le départ très moteur, et quand il a, notamment sur le site qu'on a du côté de Quimper, là-dessus, voilà, dès le départ, c'était l'intégrer dans son environnement, et donc ça, c'était vraiment au tout début d'IPREMA. Et en fait, ça s'est accru parce que jusque dans les années 2000, c'était pas un sujet, l'intégration des sites. Mais avec le développement des villes nouvelles et des choses comme ça, en fait, c'est devenu de plus en plus un facteur déterminant pour pouvoir rester dans les zones où on était. Par exemple, Emerainville, pour donner que cet exemple-là, là où on était sur un site donc qui appartient à l'agglomération Marne-la-Vallée. Et là, ils nous ont dit, bon, on a besoin de récupérer les terrains où vous êtes, et nous, on leur a dit, non, mais nous, on a besoin de rester là parce que le recyclage, vous êtes sur une ville qui est en constant renouvellement, vous avez besoin d'une activité comme la nôtre sur votre territoire. Et la condition pour qu'on reste, c'était voilà, qu'on s'intègre dans le paysage et qu'on ne nous voit pas. Mais ça, c'est quelque chose que, dès le départ, notre président, lui, mettre 10 à 20% d'espace vert, voilà, c'est lui qui nous l'impose. Les 10% d'espace vert sur tous nos sites, c'est une volonté propre du groupe. Merci Florent. On va prendre une toute dernière question et après on vous laisse parce qu'il est 10h03. C'était encore pour toi, Florent. C'est la démarche que mène IPREMA est-elle intégrée dans un possible programme biodiversité porté par la collectivité? Alors, nous, on travaille beaucoup avec les collectivités sur lesquelles on est implanté. Que tous nos sites, on a des partenariats avec les collectivités, les mairies, les communautés d'agglo, mais pas sur le sujet de la biodiversité. La plupart de nos partenariats, ça va être... enfin, on n'a jamais été approché sur cette question-là par la collectivité. Un petit peu par les ports de Paris qui souhaitent essayer de développer un peu ces sujets-là, mais sinon, c'est pas dans les démarches biodiversité des collectivités, non, on n'a pas trop été approché de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Florent. Donc, le webinaire touche à sa fin. Merci à tous d'avoir participé. Vous allez recevoir un petit mail à la fin de ce webinaire pour répondre déjà à une petite enquête de satisfaction, avoir le lien du support de présentation, le